Bonsoir à tous et bienvenue dans Azur Politique, votre émission dédiée aux grands enjeux sociaux et politiques de notre région. Ce soir, nous abordons plusieurs sujets, la précarité alimentaire, le mal logement et la force du tissu associatif. La grande collecte de banques alimentaires approche, elle démarre le 22 novembre. Depuis 40 ans, la Banque alimentaire est le premier réseau d'aide alimentaire en France, un pilier donc de solidarité. Elle permet à une centaine d'associations d'épauler 36 000 bénéficiaires dans les Alpes-Maritimes. Ce chiffre est d'ailleurs en hausse de 33% en seulement 2 ans. Et précarité vers un hiver record dans le 06. Pour y répondre, nous avons ce soir des invités engagés en première ligne. D'abord avec vous, Jennifer Salle, vous êtes la vice-présidente du CCAS. Et Tony Amato, président de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Bonsoir également. Bonsoir. David Nakache, président de Tous Citoyens. Et à mes côtés également, Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin. Azur Politique, c'est parti. Tony Amato, on va commencer avec vous. La grande collecte alimentaire démarre le 22 novembre. Pourquoi est-elle déterminante pour l'année à venir ? Elle est toujours un point crucial, un point phare du réseau des banques alimentaires. Elle a lieu chaque année à la fin du mois de novembre. Elle constitue pour nous un rendez-vous incontournable. Songez qu'elle équivaut à un peu plus de 10% de notre approvisionnement annuel. L'année dernière, vous l'avez cité, 1400 tonnes de denrées, de produits d'hygiène ont pu être distribuées à une centaine d'associations partenaires. Ça équivaut quand même à près de 3 millions d'équivalents repas. Donc 10% ça fait 140 tonnes. Et 140 tonnes, c'est très très important. Tony Amato, combien de tonnes de denrées espérez-vous collecter cette fois-ci ? Eh bien, j'espère au moins réaliser le même tonnage que l'année dernière, avec quelques difficultés du fait de la célébration des travaux de Notre-Dame qui auront lieu le premier week-end du mois de décembre. Or, le premier week-end du mois de décembre, c'est le Téléthon. Donc, le Téléthon est recalé au dernier week-end du mois de novembre et nous sommes recalés à l'avant-dernier week-end du mois de novembre. Et donc, avant-dernier week-end du mois de novembre, les pensions, les salaires ne sont pas encore versés. Donc voilà, ça sera une difficulté. Avec une difficulté en moins, nous n'aurons pas le Black Friday qui chaque année vient perturber notre collecte. Tony Amato, sur notre antenne, vous nous alertiez en juillet dernier sur le manque de denrées. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. L'année dernière, nous avons réalisé la quadrature du cercle. On a réussi à distribuer autant que nous avons collecté. Mais le contexte actuel, 3 choses importantes peut-être à retenir, c'est que l'aide alimentaire s'est accrue, la demande d'aide alimentaire s'est accrue de 20% en France. Et on n'est pas étranger dans notre département à ce pourcentage. Le profil des bénéficiaires est alarmant. Il y a toujours les familles donc monoparentales, beaucoup d'étudiants, beaucoup de retraités, une dénomination, je ne sais pas qui a inventé cette dénomination de travailleurs pauvres. Ça ne veut rien dire. Quand on travaille, on ne devrait pas être pauvre. Voilà. Et puis un troisième constat, c'est que les grandes et moyennes surfaces, alors ça n'est pas généralisé, mais c'est une tendance, ont tendance à nous donner moins en qualité et en quantité, ce qui nous oblige à acheter des produits de plus en plus onéreux. Donc voilà le contexte. Vous faites appel aux dons de denrées, mais vous en achetez aussi. Oui. Est-ce que vous avez des difficultés particulières sur l'achat liées notamment au coût et à l'explosion du coût des denrées ? Alors effectivement, c'est une donnée qui est particulière pour la Banque alimentaire parce que nos statuts ne prévoient pas l'achat de marchandises et ils s'appuient aujourd'hui sur notre charte. Et grâce à l'aide massive de la préfecture, qui a massifié l'aide alimentaire financière vers la Banque alimentaire, qui a fait le choix de la Banque alimentaire, nous avons aujourd'hui un pouvoir de achat que nous n'avions pas hier, qui est incontournable pour nous. Nous sommes obligés d'acheter sans achat, nous n'existerions quasiment pas. Et naturellement, les produits que nous achetons sont de plus en plus chers. Mais je suis condamné à acheter essentiellement des produits frais qui nous manquent.
Jennifer Sall, je me tourne vers vous. Vous êtes la vice-présidente du CCAS de Nice. La Banque alimentaire, on le rappelle, accompagne 36 000 personnes dans les Alpes-Maritimes. À quel point ce chiffre reflète-t-il la réalité de la précarité à Nice? Est-ce que, selon vous, comment la ville doit répondre finalement à cette urgence? Alors nous aidons la Banque alimentaire financièrement, nous la soutenons financièrement parce que nous savons qu'elle alimente de nombreuses associations qui notamment font également des distributions alimentaires. On constate effectivement sur le terrain que lors des distributions alimentaires, il y a de plus en plus de personnes qui s'y présentent, des étudiants, des familles monoparentales comme ça a été dit, des personnes âgées. Des personnes âgées, des personnes qui ont un emploi, des personnes qui ont un toit sur leur tête. Et en fait, on constate que la distribution alimentaire leur permet de faire l'économie du poste de l'alimentation et leur permet souvent de garder un toit sur leur tête. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir l'ensemble de ce tissu associatif, d'avoir la banque alimentaire qui fournit les associations, d'avoir ces associations que nous finançons également au niveau de la ville de Nice. On s'appuie sur ce tissu associatif. Aujourd'hui, à Nice, tous les soirs, il y a une distribution alimentaire. Donc, et on constate qu'il y a beaucoup de gens qui vont se fournir dans ces distributions alimentaires. On a des profils différents selon où se situe la distribution. Mais on constate effectivement qu'il y a de plus en plus de familles, de personnes âgées. Et que faire l'économie de ce poste, c'est garder un toit sur sa tête. Donc on est très... On travaille énormément pour soutenir la banque alimentaire et les associations pour faire en sorte que ces gens puissent tout simplement se nourrir aujourd'hui. David Nakache, à travers votre association, vous êtes en prise directe avec les réalités du terrain. Est-ce que vous observez vous aussi cette évolution et une évolution qui concerne de plus en plus des gens qui travaillent, qui ont des CDI? Oui, on est face à Nice à une véritable crise sociale. L'urgence sociale est réelle et la difficulté qu'on a, c'est que le taux de pauvreté à Nice augmente et continue d'augmenter. On est à 22% de taux de pauvreté à Nice alors que la moyenne nationale est à 14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne sur 5 dans la ville de Nice vit sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, alors le travail de la banque alimentaire est exemplaire. Toutes les associations qui vont distribuer à manger, nous on travaille régulièrement avec les Restos du Cœur, le Secours Populaire, enfin tout le monde, tous les bénévoles font un travail remarquable, mais on ne s'attaque pas aux causes du problème. On a une véritable difficulté dans la ville de Nice, c'est qu'elle est double. On n'arrive pas à sortir les personnes de la précarité quand elles y sont déjà. Et on n'arrive pas à empêcher les personnes qui ont des revenus moyens, des classes moyennes, de basculer dans la précarité. Et aujourd'hui, la pauvreté et la précarité continuent d'augmenter. Alors, c'est au niveau global, c'est pas uniquement la ville de Nice, c'est la ville, le département pour les familles et les enfants, l'État pour l'aide d'urgence le 115. On a aujourd'hui un dispositif d'aide d'urgence qui est sous-doté, qui est largement insuffisant en nombre de places d'hébergement d'urgence, notamment pour les femmes. On est très en deçà de ce qu'il faudrait. À chaque fois qu'on a un moment de crise, un pic, parce qu'il y a un plan grand froid, il y a l'hiver, il y a des intempéries, on va ouvrir des gymnases ponctuels, mais on a besoin de plus de structures pérennes d'hébergement à l'année. Et puis surtout, il faut permettre aux personnes de sortir de l'hébergement d'urgence pour basculer dans le logement. Et le logement, c'est le principal poste. Est-ce que ça s'aggrave pour les femmes? Oui, alors là, on a une amélioration parce qu'il y a quelques places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes, mais je crois qu'on doit être à une cinquantaine de places d'hébergement au total sur la ville de Nice, si on compte l'Oasis Nuit qui a ouvert récemment. Donc ça doit être 51 places, on est à la 5e ville de France. C'est très insuffisant. Et le public des femmes SDF à la rue est très particulier. C'est un public qui vient moins en maraude que les hommes, qui vient moins dans les dispositifs, qu'il faut souvent plus aller chercher. Il y a tellement de violences et de violences sexuelles pour les femmes qui sont à la rue, en squat, en grande précarité, que c'est beaucoup plus difficile d'aller les accompagner, et on se rend compte que les dispositifs sont très insuffisants. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'Azuréens se privent encore de recevoir de l'aide des associations parce qu'ils estiment qu'il y a toujours plus dans le besoin qu'eux? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont encore une grande pudeur, qui ne veulent pas aller à l'aide sociale, qui ont une fierté devant les enfants, de montrer qu'on va... Il faut les encourager. Oui, et puis surtout... imaginez, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, il faut expliquer aux enfants qu'on va aller chercher à manger, faire les heures à la queue, la file d'attente. Il y a une démarche qui peut être ressentie comme humiliante. Donc c'est un point très important. Donc toutes les assos qui font de la maraude, de la distribution, font tout justement pour dédramatiser ce moment et pour le normaliser, pour le banaliser et pour qu'il y ait un accueil vivant et qui est pas simplement de l'alimentaire. Les Restos du Cœur déploient les différentes formes d'accueil, etc. Tout le monde. Mais ça reste une grande difficulté. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir les familles qui sont en précarité vers du logement. Alors on a un taux de logements sociaux à Nice qui est largement inférieur. On est à 14% alors qu'il en faudrait 25%. Le logement très social, on est très bas. Le logement prend dans le budget moyen des familles
énormément. C'est ce que disait Madame Salle tout à l'heure, c'est que normalement, pour qu'un foyer s'en sorte bien, il faut que dans son budget, il dépense à peu près 30, 35, grand maximum 40% pour se loger. Aujourd'hui, on a des familles qui sont obligées de mettre 50% de leurs revenus, 55, 60% de leurs revenus pour garder un toit sur la tête et pas être à la rue. Parce que sans toit, il n'y a pas de vie digne possible. Donc automatiquement, ils n'arrivent plus à se soigner, ils n'arrivent plus à se loger, ils n'arrivent plus à se vêtir, ils n'arrivent plus à avoir les frais de scolarité, etc. Donc tous les autres postes vont être pris, accaparés par le budget logement qui est beaucoup trop cher à Nice. On n'encadre pas les loyers, on a peu de logements sociaux et ça prive de tout le reste ces familles-là. Tony Amato, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, parce que le sujet des femmes est très important. Il faut savoir que 38% des SDF sont des femmes. 2 SDF sur 5 sont des femmes, et que l'espérance d'une vie et que l'espérance de vie d'une femme SDF est à 45 ans au lieu de 85 ans. Il y a une précarité qui est cachée, c'est la précarité donc menstruelle. On vit dans le 5e, 6e pays le plus riche au monde, on est dans les Alpes-Maritimes, il y a des femmes qui se mettent, mais c'est indigne, des bouts de tissu, des bouts de journaux, du sopalin, c'est indigne. Voilà la vie des femmes. C'est très dur d'être SDF. C'est très très dur d'être SDF quand on est une femme. Jennifer Salle, cette précarité des femmes, c'est une réalité que vous constatez, que vous accompagnez de manière spécifique ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que l'on a constaté également, comme l'ensemble des personnes sur ce plateau. On travaille beaucoup avec l'association Solidarité 06 et avec sa présidente Tania, qui fait un travail extraordinaire sur le territoire niçois. On l'accompagne, on l'aide. Effectivement, on l'a constaté avec elle. Et donc l'année dernière, pour la période hivernale, on a avec la ville de Nice accompagné Solidarité 06 pour ouvrir des hébergements de nuit spécifiques pour les femmes, parce qu'effectivement, quand on est une femme à la rue, déjà quand on est une personne à la rue, c'est difficile. Quand on est une femme à la rue, on est encore plus vulnérable. Et donc, on l'a accompagnée dans cette démarche-là. Le CCAS, la ville de Nice l'ont accompagnée. Et puis aujourd'hui, il y a effectivement un hôtel qu'elle a ouvert avec le soutien du Secours populaire pour pouvoir accueillir les femmes qui sont à la rue. Et on travaille au quotidien avec elles pour trouver aussi des idées innovantes, etc. Parce que c'est difficile, en fait. La prévention est importante, et c'est vrai qu'à la ville de Nice, on fait en sorte de prévenir ces situations, et les femmes arrivent de moins en moins dans la rue parce qu'elles arrivent de plus en plus à se faire héberger à droite à gauche, etc. Donc c'est vrai qu'il y a moins de femmes à la rue. En revanche, quand elles arrivent à la rue, la situation est beaucoup plus critique et il faut les aider tout de suite. Donc effectivement, et vous le disiez, Monsieur Nakache, c'est très difficile pour une personne de recueillir une main tendue. C'est très difficile d'aller faire la démarche de savoir où aller s'adresser. C'est pour ça qu'avec le CCAS et la ville de Nice, on a monté ce qu'on appelle une équipe sociale mobile, qui est en fait un petit bus qui sillonne la ville pour pouvoir aller à la rencontre des personnes qui en ont le plus besoin. Donc on se place à un endroit et puis on a des travailleurs sociaux, on a des partenaires sociaux qui sont présents et qui accueillent tout le monde. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, etc. Et on va faire appel à quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour une personne âgée, changer une ampoule dans son appartement parce qu'elle n'y arrive pas. Et comme on a des travailleurs sociaux qui sont aguerris, ils vont poser des questions, ils vont creuser et ils vont arriver à trouver des solutions et à trouver d'autres problématiques sur lesquelles on va essayer de travailler avec eux. Tony Amato, vous souhaitiez rebondir ? Oui, c'est très important ce que dit Jennifer. Il y a une précarité qui est cachée en définitive. Il y a une précarité... peut-être à cause de l'éducation, il y a des gens qui n'osent pas donc demander. Je veux dire, on a des droits, ou on a des devoirs, mais on a également des droits. Et par éducation, je veux dire, certains n'osent pas. Moi, je parlais avec un élu d'un village dans l'arrière-pays Antibois, qui me disait qu'avant le Covid, il avait tendance à l'attention des seniors, de souhaiter leur anniversaire, de faire des sorties à Vintimille. Et il s'est rendu compte pendant le Covid que les gens d'un certain âge avaient simplement faim, mais n'osaient pas réclamer cette aide. Il y a une précarité qui est cachée, indubitablement. Oui, juste,
On est face à une forme de paradoxe. Moi, je vois énormément d'associations, vous citez Tania, etc., qui font un travail remarquable, mais batailler pour avoir 19 places d'hébergement d'urgence pour les femmes la nuit, en plus dans Nice, je veux dire, il faut le faire et c'est remarquable, mais on arrive à peine à 51 places pour la 5e Île-de-France. On est largement en deçà de ce qu'il faudrait. C'est assez étrange parce que quand on vient sur un plateau de télé, quand on parle avec les élus, le maire, d'autres personnes, qu'on parle du logement, tout le monde vous écoute. Vous parlez du logement, des logements sociaux, etc. Ah oui, plus, moins, comment on construit, on réquisitionne. Tout le monde a son idée sur la chose et tout le monde vient pour dire quelque chose. Vous parlez de la sécurité, tout le monde vous écoute, vous dites, enfin, regardez le narcotrafic qui se développe, on vous parle immédiatement. Vous parlez de la pauvreté, de la précarité. Oui, mais c'est bien, mais les associations font un travail formidable. On aide les associations. Mais on a l'impression que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure des choses. On a une crise sociale majeure dans Nice et on a l'impression, même si vous avez des élus, vous faites un travail remarquable, qui font ce qu'ils peuvent, mais que globalement, la question de la précarité, de la pauvreté dans la ville n'est pas une priorité. Et quand vous avez des campagnes aux élections municipales, quand vous avez des choses comme ça, quand vous venez sur un plateau de télé pour parler pauvreté ou précarité, on vous écoute un peu, puis on passe à un autre sujet. Et vous avez l'impression qu'on n'arrive pas dans la ville de Nice à faire entendre l'image que derrière la carte postale, il y a une misère grandissante qui touche toutes les catégories. On parlait des mères isolées, des personnes âgées, des étudiants, il y a une précarité étudiante, des salariés qui pourtant travaillent et n'arrivent pas à nourrir leurs enfants convenablement. Et on n'arrive pas à faire de la question de la précarité, de la lutte contre la pauvreté, une priorité dans la ville de Nice. Jennifer Sall, les prix des loyers ont augmenté dans le 06. Est-ce que c'est un facteur aggravant de pauvreté? Non, mais je ne peux pas laisser Monsieur Nakache dire ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est une ville attractive, c'est vrai qu'on est une ville qui fait rêver le monde entier. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté et de la précarité, mais on ne peut pas dire que la ville de Nice ne fait rien, ne prend pas la mesure des difficultés qu'aujourd'hui certaines Niçoises et certains Niçois vivent, parce qu'on met en place tout un tas de dispositifs que peut-être on ne cite pas aujourd'hui, mais on a des épiceries sociales, on a des épiceries sociales pour les étudiants, on ouvre des places d'hébergement d'urgence, mais tout ça aussi, c'est pas que de notre compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un maire, Christian Estrosi, qui est très proactif sur cette question, qui est très proactif sur la question de la précarité, de la pauvreté, qui a ouvert l'année dernière, à la période hivernale, des places d'hébergement d'urgence en plus. Il l'a fait de sa propre initiative. C'est quand même de la compétence de l'État. C'est de la compétence de l'État d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, Christian Estrosi, l'année dernière, a décidé de sa propre initiative d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Alors effectivement, nous avons été soutenus par l'État, mais c'est nous qui avons pris l'initiative, c'est nous qui sommes allés chercher l'idée, qui avons dit on a un besoin, on est tous les jours sur le terrain avec les associations, on sait comment ça se passe. Donc je peux pas entendre Monsieur Nakache dire oui, en fait, c'est pas une priorité. Si, c'est une priorité. Si, c'est une priorité. Et d'ailleurs, alors vous trouvez qu'on fait jamais assez, mais en fait, on fait jamais assez parce qu'on a, c'est frustrant effectivement. On a toujours l'impression de pas faire assez, mais on fait énormément. Alors on fera effectivement, tant qu'il y a des gens dans la rue, effectivement ce sera jamais assez. Mais on continue et on lâchera jamais rien. Et avec notre maire, je puis vous dire que on est à l'initiative, on est à la manœuvre et on laisse personne sur le bord du chemin. En tout cas, on essaye et vraiment on travaille avec les associations main dans la main. Et je vous le dis sincèrement, moi je suis sur le terrain quasiment toutes les semaines et on voit les difficultés et on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions. Juste un point, excusez-moi. On parlait du logement qui était vraiment le budget qui plombe tous les ménages, qui fait que pour garder un toit sur la tête, on sacrifie les soins, l'habillement, le vêtement, la nourriture, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'encadrement des loyers dans la ville de Nice. Les loyers continuent à flamber alors qu'on pourrait, comme beaucoup d'autres villes dont Paris, bloquer cette flambée des loyers par un encadrement des loyers avec un montant maximum fixé par le préfet. Tout ça est cadré par la loi. On est toujours à 14% de logements sociaux et on produit 750 logements nouveaux par an. Alors que préconisez-vous justement pour aider les Azuréens à se loger à des prix abordables? La métropole de Nice, elle a pris un plan local de l'habitat qui a été revu aujourd'hui au conseil métropolitain, qui prévoit de construire par an, de produire par an 1700 logements nouveaux chaque année. La Cour des comptes a dit si on veut rattraper la loi SRU et les 25%, c'est pas 1700, c'est 3200 logements par an qu'il faut. On est à 700 logements produits par an, 750, 760 selon les années. On ne produit pas assez de logements. Le système est complètement saturé à tous les niveaux. À l'hébergement d'urgence, on n'arrive pas à sortir les familles de la précarité des personnes et de nouvelles arrivent. Au niveau du logement très social, on en produit très peu. Au niveau du logement, quand on est dans le logement social, alors normalement c'est temporaire, dès qu'on a une meilleure situation, on sort du logement social, la rotation est très faible parce que la marche est trop haute pour avoir un loyer dans le privé. Vous avez un logement dans le social, vous arrivez à tenir à peu près. Vous voulez en sortir, ça y est, il y a un travail, il y a un SMIC qui rentre de plus. Vous voulez basculer dans le logement privé.
Mais comme là, les loyers sont beaucoup trop hauts, qui ne sont pas bloqués, qui ne sont pas encadrés, vous n'y arrivez pas et vous êtes condamné à rester dans le logement social. Donc vous libérez pas la place pour une autre famille qui est en précarité, qui devrait sortir de l'hébergement d'urgence. Donc à tous les niveaux, en fait, c'est une question de domino. On fait sortir des familles du logement social en les mettant dans un logement privé encadré, à loyer modéré, pour libérer une place de logement social pour les familles qui sont en précarité dans l'hébergement d'urgence ou en squat, ou en sous-location, ou à la rue. Et il faut réussir à faire rebouger le système. Là, tout est saturé, tout est à l'immobilisme et on n'arrive pas à faire évoluer la situation. Donc, comme on a en plus une inflation nationale qui ne dépend pas du tout de la ville de Nice, mais un coût de la vie qui flambe au niveau national, on a de plus en plus de familles qui se rajoutent à l'aide sociale et on sature complètement. Il faut un véritable... il faut un coup de fouet là-dessus, il faut une politique volontariste forte. Les équipes font ce qu'elles peuvent, je ne dénigre pas du tout le travail qui est fait, c'est remarquable. Mais là, il faudrait que ce soit la priorité de la métropole et de la ville de Nice de lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors justement, Jenny Fersal, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que le logement est un facteur aggravant de la pauvreté et de la précarité, et particulièrement à Nice parce que le prix des loyers est cher et a augmenté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers qu'on peut actionner? Alors sur la construction des logements sociaux, je rappelle quand même qu'on a un territoire qui est contraint, donc c'est facile de parler, mais c'est quand même compliqué après à mettre en œuvre. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, parce que pour les personnes qui sont à la rue et qui essaient d'en sortir, il y a des dispositifs qui existent et il y a des dispositifs qui sont mis en place. Moi, je ne sais pas, Monsieur Nakache, si vous êtes déjà allé dans la rue à la rencontre des personnes qui sont sans abri, mais c'est très difficile. C'est pas aussi simple que de dire, bah oui, on va leur donner un logement. Moi, honnêtement, l'année dernière, quand on a ouvert cet hébergement d'urgence supplémentaire, on a essayé pour toutes les personnes que nous avons rencontrées de leur trouver des solutions. Bon, bah, les personnes qui sont à la rue, pour leur trouver des solutions, même quand on a des logements qu'on leur met à disposition, même quand ils ont un emploi, c'est difficile parce que les personnes, elles ont été, et même quand elles sont suivies, c'est difficile. On en a remis plusieurs dans des appartements et au final, in fine, elles ne souhaitent pas y rester, elles n'arrivent pas à payer le loyer, elles sont accompagnées, elles y sont toujours. Mais tout ça est très difficile. Donc c'est du cas par cas qu'il faut faire au quotidien. Et effectivement, c'est pas aussi simple. On aimerait tout régler d'un coup de baguette magique et on aimerait que ça se passe comme ça. On fait beaucoup. Mais la réalité sur le terrain, c'est pas celle-ci. C'est pas aussi simple. Chaque personne a une histoire différente. Chaque personne a un parcours différent, a un passé différent. Et donc généraliser comme on peut l'imaginer, bah, tout simplement, c'est pas la réalité du terrain. Donc on met en place quand même tout un tas de dispositifs et vraiment on lutte. Et c'est pas que les équipes, Monsieur Nakache. Il y a les équipes qui font un travail extraordinaire et je les remercie et vraiment les équipes du CCAS, les équipes de toutes les associations qui font un travail formidable. Mais on a aussi un maire qui est proactif sur le sujet. D'accord. Alors, juste un mot, excusez-moi. Bien, ce que vous dites, c'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord. Chaque cas est particulier. C'est un travail très long d'accompagnement, très complexe. Mais quand on prend les villes équivalentes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, le taux de sortie des dispositifs d'hébergement d'urgence vers du logement très social est plus important qu'à Nice. Là, il y a un gap qu'on n'arrive pas à faire. Et sur le fait qu'on a une poursuite en avant, une course en avant, parce que les loyers continuent de flamber, le loyer moyen, le prix du mètre carré à Nice continue de flamber, et actuellement on refuse aujourd'hui d'encadrer les loyers à Nice, on ne met pas un stop à cette flambée des loyers, on n'y arrivera pas. Il faut stopper la machine infernale de la spéculation immobilière et de l'augmentation incessante des loyers dans cette ville. Tant qu'on ne fera pas ça, on va continuer à avoir une course en avant de tout le dispositif, et on n'y arrivera pas. Alors c'est le début de la trêve hivernale, on le rappelle, cela veut dire que les expulsions locatives sont pour l'instant suspendues. Est-ce que c'est un soulagement pour les associations que vous représentez, Tony Amato ? Alors je ne représente pas les associations. Voilà, c'est déjà beaucoup de représenter la Banque Alimentaire. Oui, c'est un soulagement. Peut-être que je souhaite un peu rebondir sur ce que vous disiez, Jennifer et vous, Monsieur Nakache. La Banque Alimentaire est une association apolitique et non confessionnelle. Donc moi je peux vous dire que je connais bien les municipalités et effectivement le taux de pauvreté à Nice est à 22%, le taux de pauvreté à Cannes est à 21%. Il faut aussi noter une chose très importante, c'est que tous ces chiffres-là sont donnés par l'INSEE et sont totalement obsolètes parce qu'ils datent de 2021, donc ils n'intègrent pas l'Ukraine, l'inflation, le conflit israélo-palestinien. Mais je peux affirmer que ces deux municipalités, pour ne parler que de Nice, elles ne restent pas les bras croisés. Moi, à chaque fois que je me retrouve dans une maraude, je me retrouve avec Jennifer. À chaque fois que je vais à Cannes, moi, je me retrouve avec des élus. Dire qu'on ne fait rien,
Franchement, rien n'est dans ce cas de figure. Non, mais je puis vous assurer que dans ce cas de figure, rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est gris et toutes les nuances de gris. Moi, je connais une multitude de SDF qui ne veulent pas quitter leur trottoir. On ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Ça n'est pas facile. Et c'est vrai que la région, c'est vrai que dans la région, la vie est chère. J'ai lu dans un excellent journal Nice Matin que la vie est 5 à 10% plus chère dans les Alpes-Maritimes que partout ailleurs en France. Et c'est dû au niveau de vie qui est relativement élevé, c'est dû aux loyers qui sont élevés. Mais voilà quoi, incriminer toutes les municipalités. Non, excusez-moi. Enfin, avoir un point de vue qui est binaire. Mais non. David Nakache, je vous réponds. Juste en un mot. D'abord, beaucoup de choses sont faites, j'ai pas dit bien sûr. Mais simplement, je vous dis qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des axes d'action de la ville de Nice ou d'autres, c'est pas encore une priorité. Sur la lutte contre la pauvreté, on n'arrive pas à impacter le fait que ce soit prioritaire. Alors, on connaît tous des SDF qui refusent d'aller en foyer. Vous pensez qu'au niveau national, c'est une priorité ? On voit que des villes équivalentes arrivent à sortir de l'hébergement d'urgence, de la précarité d'urgence, des dispositifs d'aide d'urgence vers du logement très social, parce qu'on en a plus. Parce que pour une population à peu près équivalente, on a 2 à 3 fois plus de logements très sociaux dans la part de logements sociaux. Et même certaines communes qui ont un taux de logements sociaux qui est bas et qui est insuffisant parce qu'ils sont, ici on a 14 mais ils sont à 15 ou à 16, c'est pas forcément mieux, mais la part de logements très sociaux pour sortir les familles très précaires et les basculer dans les logements très sociaux est beaucoup plus importante, voire parfois le double, voire plus. Et donc c'est dans la répartition et dans l'effort. Et juste un instant, on peut sans cesse dire on connaît tous le SDF qui veut pas aller dans un foyer et qui veut pas sortir, on connaît tous des familles qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'avoir un toit sur la tête de leurs enfants et qui sont dans des tentes, qui sont dans des squats, qui sont dans des sous-locations, qui sont exploités par des marchands de sommeil et qui ne demandent qu'à s'en sortir. Donc il n'y a pas de fatalité par rapport à la précarité, il n'y a pas de fatalité par rapport à la pauvreté, et il faut que ça devienne une priorité locale, même si beaucoup est fait, aujourd'hui ce n'est pas une priorité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci à Denis Caro pour Nice Matin et merci également à Stéphanie Mossman, chef d'édition en régie, pour avoir préparé cette émission. Azur Politique, c'est terminé.